Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume, et aujourd'hui, nous allons nous prendre un petit peu pour Ségolène Royal. Tu l'avais pas vu venir, celle-là? Hein, c'est-à-dire qu'on va faire preuve de bravitude comme elle, et surtout, on va s'intéresser un petit peu à la géopolitique arctique. Vous n'êtes sûrement pas sans vous rappeler que Madame Royal a été pendant quelques années ambassadrice de France au pôle. Donc elle avait en charge de s'occuper des questions polaires, y compris le pôle Nord. Et nous allons aujourd'hui faire tout le boulot qu'elle n'a pas fait et que son successeur, Olivier Poivre d'Arvor, est en train de faire à l'envers. On va regarder ça, alors on reviendra là-dessus à la fin de la vidéo, mais surtout on va faire un peu de géopolitique arctique aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un sujet absolument passionnant, central, qui est en train de devenir probablement un sujet majeur du XXIe siècle, et qu'on ne connaît absolument pas. Et la deuxième, c'est que Donald Trump l'a remis en plein sur le devant de la scène, mais personne ne relève, tout le monde s'en fout, on fait comme si de rien n'était. Pourquoi il l'a remis de manière centrale sur le devant de la scène? Parce qu'il a simplement déclaré la semaine dernière qu'il voulait, je vous rappelle, fusionner avec le Canada et racheter le Groenland au Danemark. Rien que ça. Bon, il a aussi dit qu'il voulait s'occuper du Panama. Le Panama, par rapport à la politique arctique, la géopolitique arctique, tout de suite un peu moins intéressant. En tout cas, Canada, Groenland, ça vous met en plein sur le cercle polaire. Et c'est pas pour rien qu'il fait ces déclarations. Je suis assez énervé que les journaux aient passé leur temps à savoir si Donald Trump allait, oui ou non, réussir à mettre en place cette espèce de projet. Sachant évidemment la réponse était non, bien sûr que non, qu'il ne va pas fusionner avec le Canada, bien sûr que non, qu'il ne va pas racheter le Groenland de Danemark, sauf que les Danois ont répondu attendez, le Groenland n'est pas à vendre, mais on peut discuter. Non mais ils savent très oui, quand les États-Unis qui te parlent, tu fais un tout petit peu attention. Et que, si vous voulez, ça a au moins le mérite de mettre le sujet sur la table, et ça, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il fait ces déclarations? C'est-à-dire que c'est exactement le même genre de démarche que quand il fait campagne pour le mur entre le Mexique et les États-Unis. Il lève un sujet central qui est la question de la migration en provenance de l'immigration en provenance du Mexique. Qui est un sujet central, qui est probablement un des sujets qui a coûté l'élection aux démocrates. C'est pas le seul, mais c'est un sujet absolument, c'est-à-dire que ça a empoisonné l'administration Biden. Et alors on pourra jamais tellement savoir si les travaux qui ont été faits sur la frontière par Trump dans son premier mandat ont servi à quoi que ce soit, parce qu'on s'est pris un Covid en plein milieu et que du coup les stats sont à peu près illisibles. Ce qui est sûr, c'est que évidemment que non, il n'a pas terminé son mur. Mais oui, il a fait des choses. Oui, ça a eu un certain effet. Et donc de la même manière, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Donald Trump est en train d'annoncer qu'il s'intéresse à la géopolitique arctique et de manière active et un petit peu brutale. Et ça vaut vraiment le coup de regarder ce qui s'y joue. Et ce qui s'y joue, il s'y joue à peu près deux choses. L'Arctique a deux intérêts aujourd'hui. Premier intérêt sont les routes maritimes qui sont en train de s'ouvrir à cause du réchauffement climatique, ou grâce à, selon le point de vue que vous voulez prendre. Mais donc vous avez des routes qui s'ouvrent, qui sont déjà en partie ouvertes. Et deuxièmement, vous avez les immenses richesses en hydrocarbures de l'Arctique qui sont convoitées par les différentes puissances arctiques, et les États-Unis qui, eux, ont un petit cadran de l'Arctique avec l'Alaska, sont extrêmement mal positionnés par rapport à la Russie, qui en a juste la moitié. Et donc, tout d'un coup, quand vous vous mettez à considérer les questions de routes commerciales et d'hydrocarbures, de gaz surtout, et aussi un peu de pétrole, eh bien, la question prend
tout son sens, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est un peu la suite de ma vidéo d'il y a 2 jours sur les grandes routes commerciales qui sont en danger entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est, et en particulier la Chine. Et bien là, on va regarder non seulement donc l'alternative des routes du Nord, et également les hydrocarbures. C'est les 2 parties de cette vidéo, et on fera une 3e partie sur ce que fout la France au milieu de tout ça. Ça, c'est la partie facile, n'importe quoi. Mais bon, on va le regarder un petit peu dans le détail. Et voilà. Et pour accompagner tout ça, je vous mets en description de cette vidéo un lien qui va vous amener vers un projet Google Earth, dans laquelle vous allez avoir une page Google Earth qui va vous permettre de voir tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un projet que j'ai réalisé, que je vous mets à disposition pour que vous puissiez visualiser les différentes routes, comment se compose l'Arctique aujourd'hui, et pour vous aider à mieux comprendre de manière visuelle. Dites-moi si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on multiplie un peu ce genre de cartographie interactive. Et puis, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, mettez des pouces, encore une fois, commentez, partagez cette vidéo. Je pense sincèrement qu'on a un sujet majeur qui est totalement inexploité dans les médias, et donc on va essayer d'y remédier. Donc, on va commencer sur cette histoire des routes maritimes. Sur les routes maritimes, donc, on va prendre, pour faire simple, une liaison qu'on voudrait faire entre l'Europe et la Chine. On va dire, par exemple, Shanghai, c'est à peu près au milieu. Aujourd'hui, vous avez 2 manières de relier de manière maritime l'Europe à la Chine, soit par le canal de Suez. Vous pouvez partir d'un port comme Gênes, par exemple, qui est le grand port de la Méditerranée côté Europe. Et vous pouvez descendre par le canal de Suez, le golfe d'Aden, vous contournez l'Inde, vous passez par Singapour et vous remontez sur la Chine. Donc ça, c'est la voie la plus courte aujourd'hui, mais qui est en chute libre depuis 1 an. Les volumes passant par Suez ont été divisés par 2 à cause, pas à cause du canal de Suez, mais à cause du conflit au Yémen et de la piraterie des Houthis dans le golfe d'Aden. Et ça, donc les problèmes de sécurité dans le golfe d'Aden et en mer Rouge font que les armateurs préfèrent contourner par l'Afrique, qui est une route qui est un détour absolument énorme, mais on préfère ça que le risque de se faire arraisonner ou de se prendre un missile Houthi. Donc, quand même, on parle de la moitié. Alors, il y a une partie de cette baisse de trafic maritime qui est aussi due au fait que après des importations records de l'Europe vers la Chine en 2022, c'est un peu en reflux. Mais si le commerce s'effondre, si le passage du Suez s'effondre, c'est à cause des problèmes au Yémen. Donc, on a ces 2 routes historiques, et dans ces 2 routes-là, aujourd'hui, on peut imaginer 2 autres routes. 2 autres routes qu'on peut imaginer. Alors, si on repart de Shanghai pour revenir en Europe, là, c'est assez simple. Du coup, au lieu de partir vers le sud, on part vers le nord. On longe le Japon. Et après, et au-dessus, on va arriver où ça? Au détroit de Bering. Et au détroit de Bering, donc, qui est l'endroit où la Russie et les États-Unis, l'Alaska des États-Unis, se font face. C'est l'endroit où ils se regardent en chien de faïence, qui était un peu un endroit stratégique pendant la guerre froide, qui est en train de le redevenir. Et donc, une fois qu'on a le détroit de Bering, on a 2 manières de rejoindre l'Europe. Soit on prend ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire qu'on va traverser le Canada, traverser le Canada. La question se pose. C'est-à-dire que le Canada estime que ce sont ses eaux territoriales qu'on pourrait traverser pour rejoindre soit effectivement l'Europe sur une route qui est un peu plus courte que celle qui passe par Suez, soit redescendre après sur la côte est américaine et même la côte est canadienne aussi.
Donc on a ce premier passage qui est en train de s'ouvrir. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait de commerce, de routes commerciales qui passent par là. Il y a des croisières qui passent, c'est en train, mais voilà, ça fait partie des enjeux stratégiques de route, d'une route alternative aux deux routes actuelles qui sont soit trop dangereuses, soit beaucoup trop longues. Donc vous avez un premier sujet là. D'ailleurs, vous avez un sujet de dispute historique entre les États-Unis et le Canada. Les États-Unis estiment que ce passage du Nord-Ouest est une sorte de grand détroit qui devrait être des eaux internationales, alors que le Canada dit non, vous passez en plein milieu de mon territoire, ce sont mes eaux intérieures, donc en gros, le jour où je veux, je vous fais payer un droit de passage. Donc vous avez là un sujet, ça vient pas de nulle part, si vous voulez, les revendications de Trump. Donc ça, c'est le premier passage. Ou alors, vous pouvez aussi prendre le passage du Nord-Est, alors, où là, vous traversez, vous longez les côtes de Russie pour arriver ensuite en Europe du Nord, redescendre le long de la Norvège et arriver. Alors là, vous arrivez plutôt à Rotterdam qu'à Gênes dans ces cas-là. Qui est le grand port qui vous ouvre après sur le Rhin et sur toute l'Europe. Voilà un petit peu ce qu'on a là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage du Nord-Est, lui, pour le coup, est déjà vachement plus et utilisé bien davantage par les Russes. On va y revenir aussi, c'est que les Russes exploitent déjà massivement des gisements d'hydrocarbures sur la péninsule du Yamal. On va y revenir assez longuement parce que là vous avez des réserves absolument monumentales, essentiellement de gaz, qui sont déjà en exploitation. Donc vous avez ces deux routes-là, et qui sont donc le passage du Nord-Est et le passage du Nord-Ouest, qui vous permettent aujourd'hui de trouver une alternative à Suez si vous voulez relier l'Asie du Sud-Est avec, et encore plus le Japon. Alors si vous partez du Japon, qui est beaucoup plus au nord, là c'est beaucoup plus court de passer par le nord que de refaire tout le tour par le sud. C'est généralement pour ça d'ailleurs qu'on vous dit que ce sont des routes qui sont plus courtes. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas plus court si vous allez dans le sud de la Chine, c'est pas tellement plus court. Mais bref, vous avez ces deux routes-là, et encore une fois, la route du Nord-Est qui longe la Russie, qui passe par une fois que vous avez passé... Ah si, ça, je m'étais promis que je vous le dirais. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé le détroit de Bering, vous passez par la mer des Tchouktch. Il fallait le dire au moins une fois. Tchouktch. Et après, vous relongez. Enfin bref, vous passez par la mer de Barents. Et vous redescendez. Donc ça, cette route-là, elle est... Aujourd'hui, alors c'est des brise-glaces qui passent, mais vous avez des bateaux qui passent. Vous avez des brise-glaces qui passent et qui permettent d'acheminer le gaz qui est foré dans la péninsule de Yamal. Donc ça, c'est la première chose qui nous donne une magnifique transition vers notre deuxième sujet, qui est le sujet des hydrocarbures. Sur les hydrocarbures, là aussi, on a un sujet qui est stratégique. Il est stratégique pour deux raisons. La première raison assez simple, c'est qu'il y en a. Pardon. Il y en a énormément. On estime, alors c'est toujours difficile de faire des estimations, mais on estime à la louche qu'il y a probablement 30% des réserves de gaz qu'on n'a pas encore découvertes qui sont en Arctique et 20% des réserves de pétrole. C'est-à-dire que une fois qu'on a exploité tout ce qu'on connaissait déjà et qu'ils se disent où est-ce qu'il faut aller chercher, vous avez une région d'exploration absolument massive en Arctique. Petite parenthèse, parce que vous pourriez vous dire, on va peut-être arrêter d'aller faire de l'exploration et arrêter d'aller faire de la production. On va essayer d'éviter de ce genre de trucs-là. Pourquoi pas ? Je suis pas en train de faire une vidéo il faut pas, je suis simplement en train de vous dire ce qui est en train de se passer, et aujourd'hui les enjeux et qui sont aujourd'hui mis en œuvre par la Russie qui est très en pointe, très en avance sur ce sujet-là. Les États-Unis veulent rattraper leur retard et vous avez derrière le Canada, la Norvège qui courent derrière. Donc vous avez cette réalité aujourd'hui, que depuis les premiers chocs pétroliers, on se disait en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. En fait,
Très récemment, qu'on est un petit peu avec le Covid, d'infléchir notre consommation d'hydrocarbures, mais pendant un demi-siècle, on n'a pas baissé notre consommation de pétrole. Donc quand on vient vous faire on est dans un monde qui est encore ultra dépendant aux énergies fossiles. Et encore, quand on se met à se passer de gaz naturel ou de pétrole, c'est pour aller brûler du charbon allemand. Donc on est aujourd'hui dans un univers qui reste ultra dépendant aux hydrocarbures. On est extrêmement loin d'une économie mondiale où les hydrocarbures ne représenteraient, je sais pas, moins de 50% de la consommation énergétique mondiale. On en est mais à des années-lumière. Et quand je dis ça, encore une fois, c'est vraiment hyper important. Je fais pas de jugement moral, je dis pas ce qu'il faut, ce qu'il faudrait pas faire. Je suis en train de vous dire, aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent de dire, aujourd'hui, il faut arrêter, stopper toute production, mais je sais pas comment faire. On peut discuter des chiffres pendant des heures, je sais pas comment vous y parvenez. Là, c'est je reprendrai les arguments de Jean Covici, qui dit que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas vous faire un effondrement énergétique, parce que si vous faites ça, en gros, vous déclarez la Troisième Guerre mondiale. Bon, sans faire ça, on va peut-être la déclarer aussi quand même. Mais là où je suis d'accord avec Jean Covici, on peut pas se permettre un effondrement énergétique que de baisser. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo de toute manière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des besoins qui sont là, que l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, la Russie sont à fond dessus, et que nous, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Quand vous avez probablement la moitié de la population mondiale, un peu moins, j'exagère, qui est à fond sur le projet, on peut... voilà, on est obligé de s'y intéresser sérieusement. Donc, il y en a, et deuxièmement, point extrêmement important aussi, on vous a probablement bassiné la tête avec les histoires de pics pétroliers depuis 50 ans aussi. Et selon votre âge, ça fait peut-être très 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 longtemps que vous entendez parler de pics pétroliers. Alors j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je fais pareil, là, un petit rappel. La théorie des pics pétroliers, les pics de Hubbert, c'est une théorie qui est extrêmement efficace, qui marche très très bien, mais il n'y a pas un pic pétrolier. Vous avez des pics pétroliers qui correspondent à l'exploitation d'un type de gisement à un moment donné. Je vous donne un exemple. La crise du pétrole au début des années 70 correspond au pic pétrolier des États-Unis. Pourquoi est-ce que tout d'un coup les membres de l'OPEP s'est créé, ont pu monter leur prix massivement parce que les États-Unis n'étaient plus en mesure d'augmenter leur production pour compenser. Donc vous avez eu un pic pétrolier à ce moment-là, et donc qui a fait le pic pétrolier du début des années 70. Et on a eu, après 2008, l'arrivée des pétroles et gaz de schiste aux États-Unis, qui fait que les États-Unis sont redevenus premiers exportateurs d'hydrocarbures au monde. Ce qui est un truc qui, encore une fois, avant que les pétroles et gaz de schiste arrivent, personne n'imaginait, si on regardait pas ça de près, que les États-Unis pouvaient, je crois que c'est à partir de 2015 ou 2016, redevenir le premier exportateur d'hydrocarbures au monde. Enfin, c'est un truc de dingue. Sauf que qu'est-ce qui se passe, que ces pétroles et gaz de schiste, on approche de leur pic à eux. On peut d'ailleurs se poser la question si on l'a pas déjà atteint. C'est un peu plus compliqué sur les gaz de schiste parce que c'est des gisements non conventionnels, et puis qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a les pétroles et il y a les gaz, et que encore une fois pareil sur les gaz de schiste, il y a beaucoup de gaz, et les pétroles qui sortent sont des pétroles légers qui sont pas des super pétroles. Mais cela étant dit, les États-Unis ont cette conscience que, en tout cas à la tête, que ça va pas durer éternellement, cette situation. Et donc, en gros, ils ont tapé dans leur pétrole et gaz de schiste pendant une grosse dizaine d'années. Il y en a probablement encore autant devant.
eh ben, il faut préparer l'avenir. Et donc, dans l'avenir, vous avez effectivement l'Arctique. Vous avez l'Arctique parce qu'on vient de voir qu'il y avait d'énormes réserves potentielles. Et ces réserves potentielles, si vous regardez, dans les nations arctiques, là je vous renvoie au projet Google Earth, vous pouvez voir que vous avez un certain nombre de nations qui ont leur territoire dans le cercle polaire et qui peuvent aller taper dans ces réserves. Donc on va commencer par la Norvège. Vous savez que la Norvège coiffe la Suède et la Finlande, et c'est eux qui ont le littoral polaire, et ils ont aussi l'archipel des îles Svalbard, je le dis n'importe comment, mais ils ont en plus très au nord un archipel qui fait qu'ils ont beaucoup d'eau territoriale en mer de Barents. Et donc la Norvège fait partie des pays qui sont déjà assez avancés dans l'exploitation de gaz en mer de Barents. Donc c'est déjà en cours. Vous avez donc la Norvège qui est déjà en train de faire ça. Donc ils sont en cours. C'est pas eux qui ont les plus grosses réserves. Et encore une fois, eux c'est un peu déjà tapé et on est déjà dedans. Il y a probablement pas mal de réserves, mais il fait très froid. C'est pas les meilleures conditions. C'est très profond. Si vous continuez à côté, vous avez donc là le fameux Groenland. Donc, et au Groenland, là, vous avez probablement 20 milliards de barils de pétrole à aller chercher dans le Groenland Est. Donc vous avez quand même de belles réserves à aller explorer. C'est pas des réserves prouvées, on pense qu'il pourrait y avoir. Et je dis on pense parce que le Danemark a décidé qu'ils allaient interdire l'exploration au Groenland pour les raisons d'environnement et de changement climatique. C'est pour ça que Trump est là, il dit attendez, vous êtes le Danemark, vous avez le Groenland, vous envoyez bon an mal an 600 millions d'euros chaque année pour subvenir aux populations locales et à l'économie là-bas, vous en tirez rien du tout, vous avez un truc en fait, donnez-moi, je vais m'en occuper. Vous n'êtes pas capable d'aller chercher le gaz et le pétrole qui est là-bas, moi je vais le faire, mais en tout cas, vous pouvez pas rester assis sur ces richesses-là, moi j'en ai besoin. C'est ça ce que Trump est en train de dire, en gros. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de voir que Trump est en train de dire, moi je veux racheter le Groenland au Danemark. On est tous d'accord que la probabilité pour que le Danemark vende le Groenland aux États-Unis est proche de zéro. En revanche, qu'il y ait une pression maximale et qu'à un moment donné, le Danemark fasse sauter l'interdiction d'exploration au Groenland et qui donne des permis d'exploration à des sociétés américaines, ah oui, ça c'est tout ce qui l'intéresse, Trump. Tout ce qui intéresse les États-Unis. Donc, on a une palette, et donc dans cette espèce d'art de la négociation à la Trump, on pose directement le truc ultime, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute la palette à explorer entre je vous rachète le Danemark, simplement on a des accords de coopération renforcés. Donc là, on a quelque chose de très intéressant au Groenland. Et après, donc on a toute la partie canadienne. Les Canadiens aussi ont déjà un peu de gaz qui est produit dans leur Grand Nord. Vous savez que le Canada est une très grande nation pétrolière et gazière. Et là aussi, donc vous avez le double sujet avec le Canada. C'est pas pour rien que Trump voudrait fusionner avec le Canada. C'est que vous avez le sujet du passage de la route commerciale et vous avez le sujet des réserves. Et en plus de ça, c'est-à-dire que là, on a le Grand Nord, mais bon, le Canada a aussi des ressources dans des endroits où il fait un peu moins froid. Mais donc, vous avez le Canada aussi à un bon cadran. Vous avez ensuite l'Alaska, où les États-Unis ont été parmi les premiers, c'est pas pour rien, à faire de l'exploration-production dans le cercle polaire. Et le problème de l'Alaska, c'est que, pareil, c'est un peu comme la Norvège, ils ont été très précoces à aller forer et à aller regarder ce qu'il y avait, et que ils ont des gisements d'exploitation, et malheureusement, l'exploration qui a été faite par Shell notamment,
a pas été très fructueuse, et donc l'Alaska donne pas tout ce que les États-Unis auraient pu espérer. Donc les États-Unis, qui ont quand même un petit cadran sur le cercle polaire, ils n'ont pas hérité du meilleur. C'est pour ça le Groenland, ça a quand même l'air plus sympa. Le Canada, c'est quand même plus grand et il y a plus de choses à aller y faire. Donc ils ont du mal à s'en contenter. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait à peu près la moitié du cercle arctique, on a l'autre moitié en face, et ça, boum, c'est la Russie. Et non seulement ils ont cette énorme superficie, et en plus de ça, c'est là que vous avez l'essentiel des réserves qu'on connaît ou qu'on estime. Vous en avez en mer de Barents un petit peu, et vous en avez surtout énormément au nord de la péninsule de Yamal. Et là, vous avez un sujet très intéressant dans la péninsule de Yamal, c'est que donc vous avez un gisement qui est estimé à 900 milliards de mètres cubes. C'est vraiment extrêmement important. C'est de très très loin le plus gros gisement qu'on connaisse aujourd'hui dans le cercle polaire. Il va se passer du temps avant qu'on en trouve un autre comme ça, et qui est d'ores et déjà en exploitation. Il y a déjà, vous avez non seulement les gisements sont en exploitation, vous avez un terminal de méthanier, vous avez une centrale de liquéfaction de gaz, un terminal de liquéfaction qui a été créé, même s'il fait très froid, il fait pas encore suffisamment froid pour que le gaz soit naturellement à l'état liquide, et vous avez une flotte de brise-glace pour pouvoir, 9 mois par an, transporter le gaz plus facilement en Europe du Nord et un peu plus difficilement en Asie, en sachant que il y a 20 milliards et plus de 20 milliards d'investissements à Yamal. C'est vraiment un des plus gros projets d'infrastructure du monde en ce moment. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet immense projet de Yamal, eh bien, il y a Total dedans pour 20%. Total est actionnaire à 20% du méga projet de la péninsule de Yamal. Et évidemment, le truc est tellement stratégique, tellement massif que le conflit ukrainien, tous les trains de sanctions, comme on dit, n'ont pas suffi à faire en sorte que Total lâche l'affaire. Donc c'est un point extrêmement important pour vous dire que cette question géopolitique polaire est une question à intérêt croisé très compliquée, parce que nous, aujourd'hui, les intérêts français via Total, qu'on l'aime pas, qu'on soit content ou pas, sont du côté des Russes, à Yamal. Et en plus de ça, c'est là où il y a de l'hydrocarbure massif. Et vous noterez d'ailleurs que dans le train de sanctions, on a quand même un petit peu Total a quand même réussi un peu à négocier. Le gaz qui part de Yamal par bateau pour arriver à Zeebrugge, lui, n'est pas sous sanction. Donc on a voilà un petit peu comment ça marche. Donc on voit ce qu'on vous dit dans la presse et la réalité derrière. La réalité, c'est que Total ne veut pas et que on laisse quand même ce gaz arriver, aussi parce qu'on en a cruellement besoin. Donc là, on a vraiment, ça vous montre un petit peu qu'aujourd'hui, on est en capacité d'aller chercher vraiment énormément de gaz et beaucoup de pétrole dans ces régions-là, même s'il fait très froid, même si c'est très isolé, on sait faire. On sait faire. Alors, ça a pris 30 ans, hein. C'est des choses de la même manière que les gaz de schiste. On en a entendu parler à partir du début des années 2010 aux États-Unis. Ça faisait 25 ans qu'ils étaient sur le sujet, hein. Et là, c'est pareil. Donc là, on a c'est des gisements qui ont été découverts dans les années 80. Il a fallu énormément de temps pour réussir, pour que ce soit intéressant financièrement d'aller voir un peu plus près, d'aller mettre au point les technologies, d'aller mettre l'argent, d'aller mettre en place toute cette mécanique qui est extrêmement lourde. Et on y est. On y est, et voilà comment ça se passe. Et aujourd'hui, vous avez la Russie, qui a un avantage comparatif énorme dans cette région polaire, qui est une région stratégique d'un point de vue de route maritime et d'un point de vue de ressources en hydrocarbures, sur les États-Unis,
qui ont une façade beaucoup plus étroite et qui, malheureusement, ont du mal à s'entendre avec leurs alliés canadiens et éventuellement Groenland et Norvège. Ah, mais ça, c'est plus censé être dans la sphère européenne. Et venons-en à cette sphère européenne et surtout française, parce que, alors la première chose à dire, c'est que en France, on n'a pas de façade, on n'a pas de territoire en Arctique. Le truc le plus au nord qu'on ait, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. D'ailleurs, ça fait partie dans les politiques d'aller développer les bases de recherche à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est donc dans le détroit du Saint-Laurent, donc au nord du Canada. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon, le seul intérêt de ces îles qui était la zone de pêche, on a essayé dans les années 80-90 de revendiquer des zones de pêche exclusives autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Canadiens ont été foutre en prison les politiques locaux qui s'étaient amusés à se balader dans leurs eaux territoriales sur des chalutiers. Tous ces gens-là ont été foutus en prison. La France a payé des amendes. Bref, les revendications territoriales, maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont au point mort. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est beaucoup trop au sud par rapport au cercle polaire. On a les maigres revendications qu'on y a, c'est au point mort depuis 30 ans. Bref, il s'y passe rien. La seule présence en Arctique française, c'est une base de recherche sur territoire norvégien avec les Allemands. Donc on n'a pas de présence, mais on a des ambassadeurs. Et là, c'est le côté qui est très inquiétant. C'est que c'est Nicolas Sarkozy qui a créé cette ambassade au pôle. C'est pas la seule. On a plusieurs ambassades thématiques. Plusieurs en France, il y en a une vingtaine. On a ce titre d'ambassadeur au pôle. Et le premier à avoir été nommé, c'était Michel Rocard. Donc là, on se dit on crée le truc et on y met un politique subclaquant. Très clairement, si vous estimez que le sujet est stratégique, vous y mettez pas un vieux politique de 80 balais ou je sais pas quel âge il avait à l'époque. Ensuite, on a eu d'autres magnifiques. Ségolène Royal. Alors là, Ségolène Royal, c'est pas compliqué. Je pense qu'elle l'a été jusque 2020 ou 21, je ne sais plus. Et on l'a gentiment démissionné parce que le parquet national financier était en train d'ouvrir une enquête parce que semble-t-il qu'elle aurait détourné les moyens qu'elle avait en tant qu'ambassadrice à des fins personnelles. J'ai aucune envie de savoir si c'était vrai, parce que tout à fait possible. Moi, j'ai jamais entendu Ségolène Royal venir nous parler des pôles, mais en revanche, on sentait que c'était la politique nationale qui l'intéressait, c'était pas du tout d'aller voir les pingouins au pôle Nord. Donc c'était possible, c'est aussi possible que le PNF ait été une cabale, on s'en fout. Bref, elle a rien glandé, ça c'est sûr. Et derrière, on a eu le très fringant Olivier Poivre d'Arvor, frère d'eux, qui lui en fait des caisses, et notamment en 2022 ou 2023, je sais plus, ils ont créé un grand sommet à Paris sur l'Arctique, et ils ont fait la déclaration de Paris, ils ont fait une grande déclaration que je vous invite à ne pas aller lire, tellement c'est un espèce de ramassis de bien-pensance. On n'y parle absolument pas d'énergie, on n'y parle absolument pas de route maritime, on y parle de quoi? On y parle d'environnement, de fonte des glaces, de recherche, de tourisme. Alors voilà, c'est ce qui les intéresse le plus, c'est d'aller multiplier les bases de recherche, ce qui est une chose très bonne par ailleurs, et d'encadrer le tourisme en Arctique. En gros, c'est ça. Et quand bien même, si vous voulez, mettons qu'ils auraient fait une très belle déclaration, la déclaration en question n'a pas été signée ni par le Danemark, ni par la Norvège, qui sont nos partenaires en Europe, soit dans l'Union européenne, soit dans l'Europe géographique pour la Norvège.
qui, eux, ont des billes et qui ont un petit peu des raisons de s'en soucier. Donc vous faites votre déclaration, qui n'est même pas signée par les partenaires, parce que après, qu'est-ce que sont fous que la déclaration soit signée par le Kyrgyzstan? C'est le cas, ou le Libéria. Donc, tu vois, voilà, en France, on a ça. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un article de l'armée de terre qui disait « La France est une nation arctique ». Vous avez ça. La France est une nation arctique et qui reprend en gros les mêmes éléments de langage de la déclaration de Paris. Je me dis, tiens, peut-être que les militaires, ils vont nous parler, eux, pour le coup, un petit peu de géopolitique et de géostratégie. Non, que dalle. Donc nous, on est aux fraises. Mais on est aux fraises complet. Quand je dis on est aux fraises, je suis pas en train de dire qu'il faut pas réguler le tourisme, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller faire des bases de recherche. Je veux dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. On est obligé de traiter cette question des hydrocarbures, on est obligé de traiter cette question des routes maritimes, et on est non seulement, un, obligé de les traiter, et de deux, obligé de connaître notre place dans cette question-là, qui est une place éventuellement de partenaires mineurs à côté des gros poids lourds, que ce soit les États-Unis et la Russie, ou même, dans une moindre mesure, la Norvège, le Danemark et le Canada. On peut s'amuser à jouer les pères la morale. Maintenant, vous pouvez faire tous les pères la morale que vous voulez. Si on vous écoute pas, ça sert à rien. Mais ça sert à rien de venir se draper dans des trucs de com. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est qu'on est en train de travailler très sérieusement à l'ouverture des routes maritimes et à l'exploration et à l'exploitation des gisements là-bas. Et que ça sert strictement à rien de vouloir dire stop, quand les mecs qui sont d'accord avec vous, c'est le Kyrgyzstan et le Libéria. Et encore une fois, rappelez-vous, le Danemark a répondu non, c'est pas à vendre, mais on peut discuter. Mais on peut discuter. Les gars, ils sont pas amusés à faire une Jean-Noël Barrot en mode oh non, attention. Non, parce que eux ils savent. Ils sont pas dans la com. Nous, voilà, on sait plus faire que ça. Voilà, en tout cas, ça me paraissait intéressant de revenir sur cette question qui est malheureusement un peu trop méconnue et absolument centrale pour le XXIe siècle, parce que, eh bien, vous avez éventuellement le prochain relais énergétique qui s'y trouve, vous avez éventuellement le prochain relais des routes commerciales, et vous avez peut-être aussi un des prochains enjeux qui peuvent mener à des conflits, qui peuvent mener à des guerres, qui peuvent mener en tout cas à un petit peu plus d'instabilité dans le monde. On y reviendra sûrement. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, j'espère qu'elle vous a intéressé. Mettez des pouces, partagez, commentez, dites-nous si vous voulez qu'on travaille sur des questions plus précises et qu'on aille explorer d'autres sujets à partir de là. C'était un peu le panneau global, un petit peu les deux portes d'entrée vers la géopolitique de l'Arctique et à quel point nous, on est à la ramasse. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien l'accepter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et à votre bonne fortune.